J'avais envie de commencer cet épisode par un passage des commentaires des Yoga Sutras de Patanjali. Quand tu t'es décidé pour une chose, concentre-toi sur elle, peu importe ce qu'il y arrive. Il n'y a pas de valeur à creuser superficiellement à 100 places différentes. Décide-toi d'une place, d'un endroit, et commence à approfondir, commence à creuser profondément. Même si tu rencontres une roche, un rocher, un obstacle, utilise de la dynamite et continue d'approfondir. Si tu quittes ce trou pour un autre, alors tous les premiers efforts auront été perdus et il n'y a aucune preuve, aucune certitude que tu n'atteindras pas une roche de nouveau. Mais avant de commencer à creuser, analyse bien et observe quel endroit peut être le meilleur pour toi. Mais une fois que tu t'es décidé, une fois que tu as commencé, ne te questionne pas tant que ça. Même si une longue route t'attend, la persévérance la rendra courte. Bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui tourne autour du yoga et de la vie tout simplement. Cet épisode, c'est pour moi l'occasion de vous présenter le programme de novembre que je vous propose sur le tout nouvel espace abonné et surtout la thématique du mois qui est en lien avec l'ancrage. Comment s'ancrer dans sa pratique, mais aussi un petit peu dans sa vie. Et je trouve que le mois de novembre est toujours un peu délicat, en tout cas pour moi, ça a toujours été un mois un peu difficile. Et depuis l'année passée, j'ai décidé de mettre en place certaines choses pour rendre ce mois un peu moins déprimant, je dois l'avouer. Et ces choses ont fonctionné et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous les proposer dans l'espace. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager différentes pratiques, différentes ressources pour nous aider à nous ancrer tant dans notre pratique de yoga que dans notre vie. Alors si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. On commencera dans cette première partie par justement, en lien avec le commentaire que je viens de vous lire, sur la progression, sur la persévérance et la question de comment progresser, comment persévérer dans notre vie et dans les domaines qui nous sont importants. Le premier constat ici, c'est que toutes nos journées ne font que 24 heures. Et en 24 heures, on a beaucoup de choses à intégrer. En ergothérapie, en première année, on a appris le concept d'équilibre occupationnel, c'est-à-dire comment on équilibre ces différentes activités, ces différentes occupations dans nos journées, sachant que nous allons avoir besoin de dormir, de manger, de nous reposer, donc tout ce qui est soins personnels. Nous allons avoir besoin de nous détendre, de nous amuser, tout ce qui est nos loisirs. Et nous allons avoir besoin très souvent d'avoir des activités productives. Cela peut être un métier, cela peut être entretenir sa maison, cela peut être bénévole dans une association, cela peut être rendre service à quelqu'un. Toutes ces activités qui finalement sont importantes pour qu'on ait un rôle, une utilité dans la société. Pour beaucoup de personnes, c'est essentiel. Pour moi, je sais que c'est vraiment essentiel. Mais il va falloir qu'on trouve cet équilibre entre ces 3 domaines, entre ces 3 grandes parties de nos journées pour arriver à faire en sorte de trouver un équilibre. Mais là, vous allez me dire: «Mais un équilibre ne se trouve pas» et en effet, c'est-à-dire que c'est quelque chose vers lequel on tend, qu'on perd, qu'on retrouve. Mais c'est une idée d'équilibrer un petit peu tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on veut faire et tout ce qui est nécessaire finalement pour qu'on puisse avancer dans la vie. Et donc ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on passe autant de temps à faire des loisirs qu'à travailler, c'est tout simplement impossible la plupart du temps, mais c'est que parfois une activité ressourçante, ne serait-ce que 30 minutes, ça peut être 30 minutes de yoga, ça peut être 30 minutes pour aller faire son jardin, 30 minutes pour juste prendre l'air, bah, peut-être ça peut être très très ressourçant et ça peut nous aider à contrebalancer une dure journée de travail ou une dure journée à l'école ou une dure journée tout simplement. Mais c'est parfois très, très difficile à s'accorder comme temps, comme pause et je pense que c'est essentiel d'arriver à trouver dans sa vie ces activités qui peuvent nous ressourcer et qui peuvent nous permettre au final d'équilibrer un petit peu tout ce que nous avons besoin de faire et tout ce que nous avons aussi envie de faire. Et ça me fait aussi penser au fait
sur tout ce qui est plutôt versant productivité, le travail, les études par exemple. En fait, très souvent, on n'est pas très motivé pour travailler, on n'est pas très motivé pour étudier et on se rend compte dans ces cas où on n'est pas très motivé que, en fait, on n'est pas très efficace non plus. C'est souvent très, très corrélé. Et j'étais tombée sur une vidéo, mais que, comme à chaque fois, hein, vous retrouverez dans le lien, dans la barre d'infos, dans l'article qui accompagne le podcast, toutes les ressources. C'était une vidéo d'Elizabeth Phillips. Donc elle est en anglais, mais vous pouvez toujours activer la traduction en français, qui nous disait qu'en fait, la motivation était extrêmement importante. Et contrairement à ce qu'on penserait, à l'adage l'appétit vient en mangeant, bah, parfois c'est pas en bossant qu'on a envie de davantage bosser. Elle expliquait que finalement, elle avait toujours fait en sorte de travailler, elle a fait des études de médecine, elle fait encore des études de médecine, elle travaille toujours quand elle est motivée sur le sujet. Bien entendu, il faut quand même qu'on s'accorde des moments pour être, motivé, donc parfois ça peut être aussi à revenir au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Pourquoi est-ce qu'on étudie? Et en fait, une fois qu'on a ça, ça peut être, parce qu'on aime bien nos collègues, parfois ça peut être juste ça la motivation, parfois ça peut être: «Bah, OK, bah, comme ça j'ai quand même l'impression d'avoir une contribution pour la société». C'est peut-être quelque chose d'assez profond. En fait, se relier à ça peut nous donner de la motivation, mais au-delà de ça, c'est vrai que quand vous travaillez sur une tâche où vous êtes motivé au moment de la faire, vous allez pouvoir travailler 3 heures et vous allez être extrêmement efficace. Si vous travaillez en traînant des pieds, vous n'allez pas être efficace et dans ce cas, c'est beaucoup plus utile au final de ne pas travailler ou de changer de tâche. Par exemple, dans les études, bah, il y a plein de choses à faire, toujours. Dans le travail aussi, bah, peut-être se concentrer sur une chose qu'on a réellement envie de faire et qu'on fera vraiment avec tout notre cœur, plutôt que de s'entêter à faire des choses qui sont peut-être pas si urgentes que ça, pas si indispensables que ça à faire à ce moment-là, et on mettra pas tout notre cœur. Mais par contre, peut-être qu'à un moment donné, bah, on verra de nouveau l'intérêt et là, on pourra s'y replonger avec beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'envie et au final, si on veut être pragmatique aussi, beaucoup plus d'efficacité. Parce qu'au final, quand on fait ces activités-là productives, c'est pour en sortir quelque chose, c'est pour avoir finalement, de l'avancement, une progression dans ce qu'on fait. Au final, peu importe la durée, que ce soit la durée, de notre séance de yoga, la durée de notre séance de travail, la durée de notre séance, d'apprentissage, c'est peut-être l'intention dans laquelle on était au moment où on a étudié, au moment où on s'est posé, qui compte vraiment. Et à chaque fois, se reposer la question, prendre ce temps un peu comme on fait sur notre tapis de yoga, se poser la question: «OK, pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je cherche aujourd'hui à faire?» Et du coup, tout devient beaucoup plus simple, en tout cas tout a beaucoup plus de sens et je pense que c'est beaucoup plus facile aussi d'être attentif, d'être concentré à ce moment-là. Et dans cette idée de progression aussi, je pense que peu importe le domaine, c'est très riche de continuer à apprendre, continuer à se former. Ça peut aussi être, en lisant des livres, en allant écouter des conférences, en apprenant une nouvelle langue qui peut nous ouvrir, de nouveaux horizons aussi. C'est-à-dire que si vous voilà, si l'anglais c'est pas trop votre forme et que vous décidez de l'apprendre un petit peu, bah, il y a des vidéos, il y a des livres, il y a des podcasts que vous allez pouvoir lire, écouter, découvrir et que vous connaissez pas avant. Pour faire un parallèle avec mes études, là du coup on fait le travail sur notre mémoire et on doit du coup se baser sur des articles, scientifiques. Vous savez que la plupart des articles scientifiques, ils sont très souvent écrits en anglais. Donc il va falloir passer par le fait de lire en anglais, même si voilà, même si on va utiliser des logiciels de traduction à un moment parce qu'on n'y arrive pas et cetera, au moins on fait l'effort d'aller chercher, d'aller découvrir un nouveau langage, découvrir de nouvelles ressources et en fait ça va vraiment nous aider, nous permettre de progresser. Et je pense que cette question de progression dans l'ancrage, pour moi, elle est essentielle. Je m'explique. C'est beaucoup plus facile de continuer à monter sur le tapis, de continuer à étudier, de continuer à travailler quand on voit que ce qu'on fait petit à petit nous permet d'avancer
Et on parle pas de résultats qui doivent être spectaculaires, bien au contraire, mais par exemple, notre pratique de yoga, peut-être on se rend compte que dans notre vie, ça nous permet d'être un peu plus posé, que ça peut aussi nous permettre, parfois, de temps en temps, d'être un peu plus présent pour les autres, par exemple. Et en fait, c'est ça qui peut aussi être un moyen de garder cette pratique. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on le fait. On sait en quelque sorte qu'est-ce que ça va changer dans notre vie, dans notre vision du monde, dans notre corps, dans notre esprit. Et en fait, c'est ces petites choses qui nous permettent au fur et à mesure de continuer à monter sur le tapis. Et je pense qu'au plus on monte avec une intention d'être pleinement présent à ce qu'on fait au moment où on le fait, c'est beaucoup plus facile. Et parfois aussi, je pense que ça peut déculpabiliser. De se dire, au lieu de dire je dois m'obliger à faire ça parce que voilà, je l'ai prévu, mais au final, c'est pas le moment, je suis pas dedans, simplement faire autre chose. Et ensuite y revenir, mais y revenir en étant pleinement présent et en ayant vraiment l'envie de plonger réellement dans l'activité. Et il y a toujours quelque chose qui peut nous permettre de nous raccrocher. Ça peut être quelque chose de très simple, quelque chose d'un peu plus profond, mais toujours chercher, se poser cette question, se poser cette intention pour nous permettre d'approfondir et de s'ancrer dans sa pratique. Et si on prend le temps de rester un petit peu sur notre tapis de yoga, j'avais envie de profiter de cet épisode pour vous parler des pratiques justement au niveau du yoga qui peuvent nous aider à nous ancrer. En tout cas, moi, c'est des pratiques que j'adore intégrer et je trouve qu'elles m'aident à m'ancrer et c'est ce que je vous ai proposé et c'est ce que je vous propose dans le programme de novembre. Ce sera aussi l'idée si vous restez avec nous pour le programme de décembre. Ce sont des pratiques qui sont, je vais employer le mot relativement simples, mais qui au final apportent beaucoup de valeur. Et tout simplement, on commence par la pratique la plus peut-être naturelle et la plus facile à intégrer, et ce, quelle que soit la pratique sur le tapis, c'est la respiration. Et sans aller dans des respirations qui soient très complexes ou qui demandent une attention énorme au niveau des sensations dans la poitrine, qui demandent une énergie très très grande au niveau de comment on va contrôler le souffle, etc. En fait, la pratique que je trouve la plus simple pour m'ancrer, et c'est très personnel et vous partagerez, en tout cas j'espère que vous partagerez aussi votre retour, mais moi ça va être allonger un petit peu mon expiration. Déjà au niveau des systèmes nerveux, on est sur plutôt un focus sur le système parasympathique, ça va être notre système qui va nous aider à nous calmer. C'est le système en fait qui est là quand on est au repos, quand il n'y a pas de danger autour de nous. Et je trouve que quand on parle d'ancrage, moi j'aime bien cette sensation. J'aime bien le fait de me sentir un peu plus posée, un peu plus au repos, moins en vigilance. Ça, je trouve que c'est hyper précieux de se sentir un petit peu ouais, posé, vous savez, un petit peu dans un pas dans un cocon, mais voilà, dans une ambiance qui est cosy et ça peut aussi valoir le coup d'intégrer ça dans sa pratique de Vinyasa, par exemple, où on enchaîne les postures, mais avec cette expiration qui est un peu plus longue et qui va permettre du coup de se poser parfois un tout petit peu plus, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, mais qui va vraiment aider de se poser davantage, de ressentir davantage la posture, même si on n'est que dans une transition. Et en parlant de ces postures, c'est vrai que ça va être une période dans laquelle j'aime bien intégrer tout ce qui est posture où on va vraiment avoir le contact des pieds avec le sol, ça peut être aussi le contact contre un mur. En fait, c'est l'idée d'utiliser, que ce soit pour les postures debout ou assises, utiliser vraiment le sol comme un point d'ancrage. C'est-à-dire quand on est dans les postures debout, c'est aussi l'occasion de voilà, soulever un petit peu les orteils, les reposer. En fait, vraiment ne pas perdre ce contact. Très souvent, on a des chaussettes, on a des chaussures, on a les pieds tout engoncés. Et je trouve que la pratique de yoga, même si on la fait en chaussettes un petit peu quand il fait froid, il y a ce côté où on ressent finalement cette connexion qu'on perd petit à petit. Et l'été, c'est beaucoup plus facile d'avoir son contact avec le sol parce qu'on va beaucoup plus être pieds nus, on va marcher
plus facilement pieds nus. L'hiver, on perd un petit peu ça et je trouve que l'intégrer de nouveau dans sa pratique de yoga, intégrer de nouveau ce contact des pieds avec le sol et je trouve hyper important pour juste s'ancrer. Voilà, c'est cette sensation d'ancrage, mais au sens primaire du terme où voilà, c'est comme si on ancrait ses pieds dans le sol pour dire: «OK, on est bien là». C'est comme pour affirmer un petit peu notre présence et pour toutes les postures assises, cette sensation des ischions dans le sol, cette sensation des cuisses contre le sol, elle est très intéressante à retrouver à chaque fois pour dire qu'on n'est pas on est bien là en fait, on n'est pas ailleurs, on est bien ancré, on est bien ici et ça peut aussi être une aide pour un peu mieux ressentir son corps déjà, et un peu mieux ressentir cette sensation qui est assez agréable au final, hein, de se sentir en contact et de se sentir pleinement, présent, pleinement solide aussi. Il y a aussi cette notion de solidité, hein, dans l'ancrage, on est pleinement présent, pleinement ancré. Et la dernière pratique que j'aime beaucoup, c'est une pratique de méditation qui peut prendre différentes formes. Ça peut aussi être, hein, un scan corporel à intégrer à la fin d'une séance et je trouve que prendre ce petit temps de pause, ça va vraiment permettre de renouer avec ce qui est et non pas avec ce qu'on imagine. Et je pense que c'est, essentiel finalement d'arriver à avoir ces moments de retrait en quelque sorte. C'est un moment de recul et je trouve que c'est aussi très en lien avec cette période qui précède un peu l'hiver où on commence à plonger tranquillement, doucement vers une période un peu plus introspective. On est aussi souvent un peu plus à l'intérieur où la nature commence à se replier tranquillement, à garder ses forces en attendant que l'hiver passe, avant le printemps. Et je trouve que la pratique de la méditation s'inscrit très très facilement ici. On a juste à voilà, avoir un petit endroit de confort, un petit endroit cocon, on peut mettre un petit plaid, on peut être bien confortable pour observer ce qui se passe, pour poser sa respiration, calmer un petit peu son mental, observer tout ce qui se passe. Et finalement, c'est ça aussi qui nous permet d'être un peu plus présents, un petit peu au fur et à mesure. Et tranquillement, j'ai envie de vous amener avec moi un petit peu en dehors du tapis pour vous partager une expérience que j'ai faite l'année passée. Donc l'année passée, en septembre-octobre, j'étais en stage, dans un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés et ça a été une expérience extrêmement, enrichissante, mais, qui m'a beaucoup touchée. Ça a été, hyper riche d'enseignements sur la vie, hyper riche d'enseignements pour l'ergothérapie. Mais ça m'a atteint, mais pas dans un sens mauvais, hein. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il a fallu faire quelque chose, en plus pour revenir un petit peu à la réalité. Parce que juste après, on a enchaîné avec la reprise des cours et c'était le mois de novembre et je me suis dit: «Mais là, le mois de novembre qui depuis petite, je suis très fataliste et je me dis: "De toute façon, le mois de novembre, c'est le pire mois de l'année" et pour moi, c'était la fatalité, que novembre, c'était pas bien et cetera. Et là, je me suis dit: «Je sais pas comment je vais faire». Pour déjà, bah, voilà, j'avais quitté ce stage où je m'étais sentie extrêmement bien, j'avais eu beaucoup d'attachement émotionnel, enfin voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui rentraient et là, je revenais, je reprenais les cours et c'était pas aussi fou que ce que j'imaginais. Et alors je me suis dit, ça faisait quelques semaines que je continuais à me baigner parce que voilà, il faisait bon et cetera. Et là, je me suis dit: «Bah, voilà, je vais me baigner toute l'année». Alors l'idée m'est pas venue toute seule, c'est-à-dire que la première année où on est arrivé dans le Var, au bord de la mer, il y avait une de nos voisines, on la voyait toute l'année se baigner. C'est-à-dire que nous, on était en doudoune et on la voyait, tranquille sortir de l'eau et voilà, elle a l'air en super forme, elle est très sympathique. Pour moi, c'était un peu, une icône, vous voyez? Une inspiration et je me suis dit: Elle le fait, ça doit être possible» et j'avais aussi vu, le documentaire La sagesse de la pieuvre sur, Netflix. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est l'histoire d'un homme qui est en Afrique du Sud, qui a
qui est un peu dans une période, assez difficile. Il est un peu dans une dépression. En fait, il se met à plonger. Il se met à plonger régulièrement, mais en Afrique du Sud, quand même, ça descend assez bas, hein, les températures. Et il continue, il continue. En fait, il continue parce que il a trouvé, un petit compagnon de plongée, c'est un petit poulpe. Et donc il y a toute cette histoire, presque une amitié finalement entre les 2 qui se passe. Bon là, je suis un petit peu dans l'anthropomorphisme, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose, lui, il adore aller observer ce petit poulpe. Et c'est vrai que moi, tout l'été, dernier, du coup, j'avais pu voir plein de poulpes et on en voyait régulièrement un avec mon conjoint et je me suis dit: «Bon, la dame, elle arrive à se baigner toute l'année, le monsieur du reportage, il a réussi à se baigner toute l'année, bah, moi aussi, en fait, j'ai envie de voir ce qui se passe avec ce petit poulpe». Je me suis dit pour m'ancrer, en fait, pour faire en sorte que je parte pas dans un état où voilà, j'allais me morfondre, j'allais me dire: «Mais j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie de reprendre les études, je suis triste, d'avoir fini ce stage» et cetera. Je me suis dit: «Bon allez, wake up et va te baigner». Et en fait, j'ai commencé à aller me baigner le matin. En plus, c'était pas du tout, adapté parce que voilà, il faisait encore plus froid le matin que le soir. En fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était, je pense, le meilleur moyen finalement pour moi de déjà apprécier un peu plus le mois de novembre parce que finalement, je me suis rendu compte, en tout cas dans le sud, bah, qu'on pouvait beaucoup profiter au mois de novembre. De me rappeler aussi que je pouvais aussi profiter de la mer, bah, même quand c'était pas, juillet, août. Et finalement, c'était comme, si je remettais mon cerveau à zéro chaque matin ou chaque soir. Quand j'allais me baigner le soir et c'était une expérience assez folle. C'est-à-dire que quand on se pose sur notre tapis de yoga, quand on médite, il y a ce côté où, voilà, on sait pas, il y a des jours où, voilà, on va pouvoir être pleinement présent et il y a des jours où ça veut pas, où on pense à tout, et rien d'ailleurs. Et en fait, l'avantage d'aller se jeter à l'eau, littéralement, c'est qu'en fait, on coupe tout. C'est-à-dire que c'est presque comme un interrupteur, en fait, c'est automatique. Tout simplement parce que notre corps, bah, est tellement pris aux sensations de l'eau, aux sensations de froid qui arrivent, qu'on pense plus à rien. Et après, il y a plein de bienfaits sur l'eau froide, plus ou moins démontrés. Après, voilà, c'est toujours pareil, hein. Toutes les études, enfin, les études scientifiques n'arrivent pas toujours à prouver certaines choses, mais pour certaines personnes, c'est vrai que le froid va être extrêmement thérapeutique et pour d'autres, à l'inverse, pas du tout. Donc il faut bien voir aussi, ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Ça, je pense que c'est une base, dans la santé, hein. Il n'y a pas de recette miracle pour tout le monde, peu importe finalement ce à quoi on fait face. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été une pratique et que je garde encore, alors un peu moins parce que voilà, là l'emploi du temps a encore un peu évolué, j'ai un peu moins de temps. Mais c'est vrai que si je peux continuer à me baigner, même quand c'est plus juillet, août, bah, je continue à le faire parce qu'il y a ce froid, il y a ce contact finalement avec la nature dans ce cas-là de plus vrai. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer de changer, quoi que ce soit. Beh, oui, en hiver, il fait un peu plus froid et c'est OK. Et moi, je pense que c'est aussi ça, que ça m'a appris, c'est peut-être ça dont j'avais besoin après ce stage où finalement, j'ai senti beaucoup d'injustice. Je me disais: «Mais voilà, il y a certains enfants, certains adolescents qui étaient face à certaines, douleurs, certaines difficultés où je me disais: "Mais c'est pas juste"». Bah, je sais pas si c'est pas juste, mais en tout cas, c'est ce qui est et presque accepter l'inacceptable, hein, en quelque sorte et d'aller dans cette eau froide, bah, ça me faisait accepter finalement la réalité des choses et je pense que parfois, en tout cas moi, en cette période, bah, j'en avais besoin et c'est quelque chose, voilà, qui continue à m'accompagner parce que je trouve que c'est un bon rappel et c'est, une pratique peut-être qui permet de se déconnecter, en tout cas pour moi et je pense que pour d'autres ça peut être la danse, enfin voilà, on a tous, je pense, une pratique qui nous permet de déconnecter et c'est que moi, aller voir les poissons, bah, je suis plus dans ma tête. Je suis avec les poissons et cette pleine conscience, hein, dans le mouvement, dans l'action, elle est pleinement ici et c'est pour ça que dans le, programme de novembre, je vous ai proposé, durant ce mois, d'essayer de vous proposer un défi, mais
ça peut être n'importe quoi, ça peut être une activité qu'on a envie de reprendre ou au contraire qu'on a envie de mettre de côté, mais quelque chose pour nous ancrer davantage. Et du coup, en cette nouvelle, année, en ce nouveau mois de novembre, donc je continue à garder ces bains de mer, mais comme je vous ai dit, un peu plus espacés, voilà, l'emploi du temps, mon équilibre occupationnel aussi, donc vous avez compris que j'essaie de garder des choses, mais parfois, bah, si je peux pas le faire tous les jours, c'est pas grave. Mais si je peux le faire de temps en temps, suffisamment pour que ça me ressource, bah, c'est tout à fait OK. Ben, en fait, là, en novembre, donc j'ai pu acheter un vélo électrique d'occasion. Alors c'est pas le voilà, il est un peu vieux, mais il me permet de me balader, l'assistance électrique fonctionne encore et en fait, je vais, dans mon nouveau lieu de stage, donc là, je suis, à un endroit en plus magnifique. Je suis en bord de mer, c'est à 18 kilomètres de là où j'habite, c'est très protégé, il y a des pistes cyclables, enfin voilà, tout est là pour me permettre d'avoir un rapport, bénéfice-risque, très, très favorable et en fait, d'avoir osé, voilà, de me dire: «Bon, ben, voilà, allez, je pose la voiture de côté». Ça me prend un peu plus de temps, en effet, mais au final, qu'est-ce que ça m'apporte à côté? Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que de prendre davantage le temps, c'est quand même fantastique et je me rends compte aussi la chance que j'ai, mais ça me permet, en cette période, bah, d'être beaucoup plus reconnaissante, en fait, par rapport à ce qui m'entoure. Et je vais vous dire quelque chose, je passe toujours pour aller, sur ce lieu de stage, devant des marais où il y a des flamants roses et à chaque fois que j'y allais en voiture, je les voyais, je trouvais ça joli, mais on s'arrête pas. Voilà, on prend pas j'ai pas pris le temps de m'arrêter, on est plus ou moins dans les bouchons, il y a plus ou moins de monde sur la route, il faut faire attention à des choses. On est dans la voiture, peut-être qu'on écoute quelque chose en même temps, enfin, il y a plein de choses, on ressasse un petit peu la journée, on n'est pas actif en quelque sorte et c'est vrai que du coup de faire exactement la même route, mais à vélo, en fait je me suis rendu compte que les flamants roses, bah, je prenais plus de temps finalement pour les observer. Je m'autorisais à m'arrêter, parce que c'était plus simple tout simplement de me mettre sur le bas-côté, de me poser, de regarder le coucher de soleil, que finalement d'avoir cette voiture qui était devenue presque une contrainte pour moi. Après je suis très, très consciente, hein, d'être extrêmement, chanceuse de pouvoir avoir déjà la capacité, physique de le faire, la santé pour le faire, le temps pour le faire, l'organisation familiale aussi qui me permettent de le faire. Mais ça a été mon voilà, je voulais vous partager ce petit, défi, finalement que je me suis lancé pour ce nouveau mois de novembre et qui au final me rappelle juste de prendre davantage le temps pour observer tout ce qui est déjà devant mes yeux et finalement je me rends compte que parfois on vit dans un environnement, mais au fur et à mesure, on l'oublie. On passe devant les mêmes arbres, on passe devant les mêmes maisons, on croise les mêmes personnes. En fait, ça devient tellement routinier et tellement habituel que ça fait partie d'un décor en quelque sorte et en fait, on le zappe en quelque sorte. Et pour moi, l'ancrage, c'est aussi arriver à être pleinement conscient de ce qui nous entoure, même quand on est habitué à ce qui nous entoure. Et je pense que même par rapport à nos proches, ça peut être un exercice, se rappeler de qui est là, de qui est autour de nous. Ça peut être un moyen de plus être profiter parfois de son environnement. Parfois, il y a des choses qu'on pourrait faire et qu'on oublie qu'on pourrait les faire. Et parfois, ça peut juste être aussi s'accorder des moments de pause et enlever des activités ou des choses qui finalement ne nous ressourcent pas. Et ça aussi, c'est important pour l'équilibre. Et je pense que l'équilibre est important pour l'ancrage, ou en tout cas pour essayer de tendre vers un certain ancrage. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous partager sur ce thème, sur cette thématique de l'ancrage. En tout cas, si vous avez envie de nous suivre, de nous rejoindre, il n'est pas trop tard pour le programme de novembre. Tous les liens sont dans la description. Quand vous souscrivez à ce programme, donc vous avez chaque mois 4 vidéos de yoga, une courte, une sur la mobilité et 3 séances de vinyasa progressives, dont la dernière un peu plus longue de plus de 45 minutes. Vous avez un petit exercice d'équilibre, une proposition de défi, vous avez une ressource au niveau de la lecture et vous avez
tout un environnement finalement pour vous permettre de vous ancrer dans votre pratique, de progresser à votre rythme dans votre pratique et un petit peu ce que je vous partageais dans le commentaire du début de séance, rester sur prendre le temps finalement de rester, d'approfondir une thématique, que ce soit au niveau du corps, que ce soit plus en lien avec la philosophie, que ce soit les 2, et de vraiment prendre le temps de l'imprégner. Imaginez comme un thé, voilà, il faut du temps un petit peu pour que ça s'infuse. Bah, c'est un petit peu la même chose que je vous propose, dans cet espace, donc je serais ravie si vous nous rejoignez. De toute façon, vous pouvez toujours tester, la première séance sera toujours disponible sur YouTube pour que vous puissiez voir si la thématique justement vous intéresse. Si vous n'avez pas l'habitude de suivre des cours en ligne avec moi, bah, de voir si le rythme, ma pédagogie vous parle ou pas. C'est tout à fait OK. Mais en tout cas, c'est une manière pour vous de, voilà, de tester et c'est une manière pour moi de vous proposer, de voir si l'engagement vous plaît ou pas. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, comme toujours, c'est un plaisir de me poser avec vous. N'hésitez pas à me partager en commentaire, en petits mots, en mail, ce que vous en avez pensé, ce que vous... enfin, voilà, qu'est-ce que le mois de novembre vous évoque. En attendant de se retrouver très très bientôt, prenez bien soin de vous.